Selon des statistiques, 40% des produits qui sont fabriqués finissent par être vendus à des prix qui sont largement inférieurs au coût de production. Selon toi, quelle est la raison à ce fléau? Selon mes analyses, il y a parmi tant de raisons pour ce fléau un facteur important, capital, qui est à lui seul à 70% à l'origine de ce fléau. Dans cette vidéo, je partage avec toi ce facteur capital et je te donne bien évidemment des astuces pour y remédier. La suite, après l'introduction. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat afin de te booster à sortir aussi de ta zone de confort pour te garantir une indépendance financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et de partager massivement mes vidéos, de t'abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Et puisque nous y sommes, pourquoi est-ce que 40% des produits fabriqués, des produits vendus finissent par être bradés à des prix qui sont largement inférieurs au coût de production? Alors cette question peut paraître triviale, mais comme tu vas le voir dans la suite de cette vidéo, se cache derrière cette question un bon nombre de stratégies qu'il faut absolument considérer avant de lancer son business. On connaît très bien cette situation, on a peut-être été déjà dans cette situation ou alors peut-être on a eu autour de soi des personnes qui se sont trouvées dans cette situation. On a fait un business plan pour une activité qu'on veut lancer, les chiffres sont convaincants, on a réussi même à convaincre un bon nombre de partenaires, d'investisseurs, parfois même des banquiers, quoique dans ce cas il faut peut-être même se poser la question sur la fiabilité de cette banque. Et on a fait une analyse en fait macroéconomique du marché sur un plan plus ou moins global. Et on a même allé jusqu'à faire des prévisions sur les prochains 5 années en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on s'est fixé un prix par exemple de vente du produit. Et on a fixé par exemple aussi, n'est-ce pas, déjà voilà la quantité, la capacité de production et la capacité de vente, que ce soit de manière trimestrielle ou parfois même semestrielle sur les prochaines 5 années. Et on a vraiment un chiffre qui est convaincant, qui est attirant, et bam, on se lance dans l'affaire et 10 mois seulement après avoir lancé le business, on se retrouve en train de brader un prix qui était supposé, selon nos belles prévisions au départ, être vendu à 10 000 francs à seulement 4 500 francs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, au préalable, le business plan était parfait. Il a réussi à convaincre un bon nombre de personnes. On a passé bien évidemment le temps à faire des analyses sur le marché qui ont apporté, n'est-ce pas, des indicateurs qui étaient encore beaucoup plus encourageants. Mais est-ce qu'on a pris la peine d'analyser son client, ce que veut son client? Est-ce qu'on a pris la peine de définir une cible pour son produit? Parce que figure-toi que ce facteur est extrêmement important, car 70% des entreprises qui échouent, 70% des entreprises qui finissent par brader leurs produits rapidement, quelques temps après avoir ouvert, n'ont pas pris en compte cet aspect. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager avec toi dans cette vidéo 3 points extrêmement importants à considérer avant de lancer son business pour, bien évidemment, se définir une cible parfaite. Et je commence tout de suite par le premier point. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour définir une cible, il faut considérer que l'acheteur n'est pas toujours le consommateur. Ou alors pour dire, le consommateur de ton produit n'est pas toujours celui qui va acheter ton produit. Donc, dans tous les cas, il faut analyser tous ces types de personnes. Ce que beaucoup de personnes font, beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de se focaliser tout simplement sur la personne qui va acheter le produit. Mais en matière de vente, on distingue très souvent entre le consommateur, celui qui va utiliser le produit, qui va consommer le produit, le décideur, celui qui va décider d'acheter le produit, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas toujours la même personne. Et même si on va au-delà, on peut penser aussi à l'influenceur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent influencer des personnes à acheter un produit ou pas. Je veux prendre un exemple, ou alors 2 exemples, plus ou moins clairs. Le premier exemple,
figurez-vous, vous avez une boutique que vous avez installée en plein centre-ville qui vend des produits de beauté, par exemple, pour des femmes. Donc, on a pris la peine d'analyser le comportement de la femme, qu'est-ce que les femmes aiment pour ce genre de produits. Peut-être le packaging doit avoir des couleurs avec des fleurs à gauche, à droite. L'entreprise, quand vous venez dans la boutique, vous achetez le produit, il y a un emballage, disons un paquet que vous allez vous promener dans la ville avec, qui a une couleur voilà, assez féminine. Très puissante, avec des fleurs, ainsi de suite. C'est pour vous aussi, pour votre statut en tant que femme, peut-être intéressant. C'est aussi intéressant pour l'entreprise, car quand vous marchez en ville avec ce paquet, vous faites aussi de la publicité. Mais prenons le cas, par exemple, d'un monsieur donc, qui travaille en ville, voilà, qui a un lieu de travail, qui n'est peut-être pas loin de cette boutique-là. Et au moment de rentrer, il reçoit un appel de madame à la maison qui lui dit: s'il te plaît, n'oublie pas de prendre ma crème de visage préférée. Est-ce qu'à ce moment-là, celui qui achète le produit est le consommateur? Non. Mais il va donc décider en ce moment s'il achète ce produit ou pas. Parce qu'à ce moment-là, ça peut être quelqu'un qui n'est pas à l'aise de marcher avec voilà, des paquets, par exemple, avec des fleurs, avec des couleurs plus ou moins bizarres, féministes, un genre. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus qui est qui. Il peut se sentir mal à l'aise avec cela. Donc, il faut bien évidemment considérer tous ces aspects-là avant de définir en fait comment on va vendre son produit, comment est-ce qu'on va faire le marketing, comment est-ce qu'on va faire le packaging. Un exemple encore plus concret, si vous regardez toutes les entreprises qui fabriquent des jouets pour enfants, vous allez voir que ce sont des entreprises qui ont des logos, qui ont des couleurs qu'ils ont bien réfléchi au départ. Et c'est des couleurs qui vont toujours vers le rouge, vers le jaune, vers voilà, le orange, des trucs comme ça. Parce que ce sont des couleurs qu'ils ont pris la peine de chercher. Quand ils vont, avant de créer en fait leur logo, ils vont sur Internet et cherchent quelles sont les couleurs les plus recherchées, les plus demandées. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils savent bien que, en fait, pour un bébé, la couleur du jouet, du moins à un certain âge, n'est pas trop intéressant. On est plus, quand on est dans un très jeune âge, intéressé par exemple par ce que le jouet est capable de faire. Est-ce que c'est un jouet que lorsque j'appuie, il chante? Est-ce que quand je l'appuie, la voiture commence à rouler seule ou pas? Mais la couleur, à ce moment, va jouer un rôle pour le décideur, pour l'acheteur, parce que l'acheteur, ce n'est pas le consommateur. L'acheteur, c'est le parent, ça peut être un oncle ou un grand frère qui veut offrir un jouet. Et c'est très évident que si vous êtes en train d'aller chercher dans un magasin une voiturette pour un bébé et que vous êtes sur un étagère et vous voyez là une entreprise qui a emballé, n'est-ce pas, qui a fait le packaging avec une couleur noire et de l'autre côté une entreprise qui a fait le packaging avec une couleur rouge, que vous allez même sans réfléchir, très rapidement, vous décidez en fait pour le packaging qui a une couleur rouge. Il y a toujours des exceptions à une règle, mais dans une grande partie des cas, vous allez vous orienter vers le packaging rouge. Parce que c'est l'une des couleurs les plus recherchées. Alors, ça ne peut pas seulement être le rouge, il y a d'autres couleurs par exemple, comme le jaune, jaune-rouge, jaune avec un peu de noir, et ainsi de suite. Donc, ils prennent la peine de considérer la personne qui va acheter le jouet. Le deuxième point qu'il faut absolument considérer, qu'il faut bien raisonner avant de lancer son business, c'est après avoir défini par exemple, n'est-ce pas, une certaine cible, voilà, un type de personne qu'on veut, n'est-ce pas, satisfaire avec notre produit. Comment, n'est-ce pas, trouver cette cible-là? On arrivera au troisième point. Mais il faut savoir que lorsqu'on a défini cette cible, on peut avoir des personnes dans cette cible-là qui ont des profils différents. Et pour être plus clair, je prends l'exemple de quelqu'un qui a envie de faire, par exemple, une salle de sport pour voilà, permettre aux personnes de perdre le poids. Donc il a une salle de sport avec des équipements, tout ce qu'on peut voilà, s'imaginer comme équipement. Et ce qu'il fait, c'est qu'il, disons, 2 fois par semaine, il offre des séances d'entraînement. C'est-à-dire quand vous arrivez là, vous voyez tout le monde est entré, voilà, tout le monde suit l'entraînement, le coach il est là devant, il parle, il dit sauter, tout le monde saute, voilà, on fait des pompes, tout le monde fait les pompes, on danse à gauche, on danse à droite, tout le monde le fait. Mais sauf que il y a une erreur à ce niveau parce que ce qu'il fait, c'est qu'il fait à ce niveau de grave, c'est qu'il rassemble tout le monde dans le même lot. Pourtant on est là, bien évidemment, on a des personnes qui veulent perdre le poids, tous veulent perdre le poids, mais sauf qu'on a des personnes qui ont un BMI par exemple, qui peut être en dessous de 25. Il y a d'autres qui peuvent avoir un BMI entre 25 et 30. Des personnes qui auront un BMI entre 30 et 35.
Mais sauf que dans chacune de ces catégories, la séance d'entraînement va être plus ou moins intense, dépendamment, n'est-ce pas, de la corpulence de la personne. Donc, c'est normal que si vous rassemblez toutes ces personnes dans un même endroit et que vous leur commencez à demander, vous commencez à leur demander de sauter, d'aller à gauche, de faire des pompes, au final, vous êtes en train d'appliquer une méthode qui est certes, n'est-ce pas, qui va certes avoir un résultat, mais n'aura pas le même résultat en la même période de temps pour tout le monde. Donc, on aura par exemple des personnes qui vont se sentir, ne vont pas se sentir concernées parce qu'ils vont voir par exemple quelqu'un qui a un BMI au-dessus de 35 va se rendre compte que, mais attends, je fais le sport avec des gens qui ont un BMI peut-être de 25, mais ils perdent plus de poids que moi. Donc, cet entraînement ne passe pas. Donc, à ce moment-là, il va falloir, même comme on sait qu'on a là tous, on est en train de cibler en fait des personnes qui veulent perdre le poids, on va créer en fait, n'est-ce pas, en fonction des différents types de profils dans ces cibles-là, des différentes nuances qui vont permettre à ces personnes de se sentir de plus en plus considérées et qui va permettre à ce qu'on a, n'est-ce pas, des sous-produits qui vont, n'est-ce pas, comment le dirais-je, qui vont toucher beaucoup plus les différentes catégories des personnes. Mais comment alors définir cette cible-là? C'est ça qui m'amène au troisième point. Alors, quand on parle de la cible, il faut analyser bien évidemment le comportement des personnes. Quel est le type de personne que j'ai envie de servir avec mon produit? Quel est le style de vie? Est-ce que ce sont des personnes de la basse classe, de la moyenne classe, de la classe aisée, donc des riches? Parce que cela va définir aussi les caractéristiques de ton produit. Pour prendre un exemple plus ou moins commun, quand on parle par exemple d'aller investir en Afrique, beaucoup de personnes vont faire une analyse préalablement sur le plan macroéconomique global. On va te dire, oui, bon, il y a trop d'importations de poulet en Afrique. Ou alors, voilà, la consommation de poulet en Afrique ne fait qu'augmenter. Et on se rend compte que les poulets qui viennent de l'extérieur ne sont pas, voilà, ne sont pas de bonne qualité. Et puis, on se lance, on fait du poulet. Mais on ne se pose pas la question d'abord de savoir, est-ce que si mon idée de business, qui est si intéressant, est-ce que si je décide de lancer ce business 2 ans plus tard, est-ce que les gens vont mourir? Eh bien non, les gens vont continuer à consommer. Donc ce qui veut dire que quand tu vas lancer ton produit, ton business, tu vas donc cibler des personnes spécifiques. Et là, pour rester dans l'exemple du poulet, le style de vie va définir aussi ta manière de présenter ton poulet, ta manière même d'élever ton poulet. Parce que pour ceux, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est que la pyramide de Maslow, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique en fait en détail ce que c'est que la pyramide de Maslow qui définit en fait la psychologie des besoins de l'être humain. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui vient vers vous, qui dit, moi, je veux du poulet, il y a bien évidemment un besoin derrière. Donc, il faut aussi analyser le problème que la personne vient avec chez toi pour résoudre, par exemple. Donc, toute personne à qui on vend un produit doit sentir, en fait, qu'avec ce produit, il y a un problème, en fait, qui doit être résolu, ou bien qui est résolu avec ce produit-là. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient, vous analysez, par exemple, vous décidez, en fait, de vous concentrer sur la classe basse, ce sont peut-être des personnes qui mangent du poulet parce qu'il faut, voilà, il faut éradiquer la famine. Donc, on mange juste parce qu'il faut remplir le ventre. Dans ce moment-là, on est plus intéressé sur des poulets, par exemple, de 30 jours, 35, 45 jours, des poulets vite fait là, et voilà, c'est bon. Maintenant, quand on va à l'étape prochaine, c'est-à-dire la classe moyenne, peut-être ce sont des personnes qui disent, bon voilà, je veux quand même avoir une certaine sécurité, donc je veux remplir mes besoins sécuritaires, donc je pense à mon avenir, mes problèmes de santé, donc je veux me rassurer que le poulet, il est un poulet par exemple, qui a été élevé dans de bonnes conditions, un poulet par exemple qui a quand même de bonnes conditions sanitaires, donc il faut peut-être penser à développer une stratégie par exemple, qui va montrer en fait le pass sanitaire en fait de chaque bande de poulet qu'on fait. Ça peut garantir un certain niveau de qualité en termes de sécurité alimentaire pour des personnes de classe moyenne qui veulent, n'est-ce pas, couvrir leurs besoins de sécurité. Mais on a un optimum encore. Si on va plus loin dans la pyramide, on peut parler là des besoins d'estime. Des personnes qui veulent couvrir en fait, n'est-ce pas, qui veulent, couvrir leurs besoins d'estime. Ils veulent sentir que voilà, ils sont quand même atteints quand même un certain niveau dans la vie.
ils ont souffert pour arriver là, et de temps en temps, il faut quand même marquer le coup. Donc ce sont là des personnes qui ne vont pas vouloir avoir un poulet de 45 jours. Il va avoir un poulet de 8 mois, de 12 mois, voire même de 2 ans. Il veut manger un poulet qui a couru dans des cours de 5000 mètres carrés pendant 2 ans. Un poulet qui va au-delà, n'est-ce pas, de ce que la grande partie de la population mange, parce que ce n'est que comme ça qu'il peut aussi se sentir à l'aise. Donc on peut définir en fait, n'est-ce pas, sa cible en fonction de ce type de besoin-là. Comprenez? Donc à partir de ce moment-là, on va donc décider de se concentrer pas seulement sur le poulet de manière générale, mais de faire peut-être des poulets de chair, mais qui sont des poulets élevés sur 1 an, sur 2 ans. Même si ce que sont des poulets qu'on va nourrir pendant 2 ans, si on a une clientèle qui est prête à payer un poulet à 45 000 francs et qu'on a étudié un marché, on y fonce. Si on veut des poulets, par exemple, où il faut à tout moment toujours analyser la santé du poulet, il faut régulièrement faire venir des vétérinaires pour faire des examens et mettre ça sur un document qui est signé, même si ça coûte de l'argent et que pour cela, ça fait à ce que mon poulet soit un peu plus cher, je le fais parce que j'ai visé une clientèle particulière. Mais on peut aussi entrer maintenant dans la cible aussi, ne pas seulement regarder les problèmes, mais regarder aussi le type d'activité que les personnes, les clients ou bien notre cible fait. Si peut-être on dit qu'on est ciblé sur des restaurants, ben, en fonction, n'est-ce pas, de cette cible-là, on va décider d'adapter son produit aussi en conséquence. Parce que si je suis dans du restaurant pour marquer, n'est-ce pas, le coût, parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce que le client doit acheter ton produit. Pourquoi est-ce qu'il doit laisser d'autres fournisseurs pour venir chez toi. Et donc, à ce niveau, ça peut être qu'on analyse, n'est-ce pas, aussi, le problème que le client dans cette cible de restaurant-là a. On peut peut-être se rendre compte que on a là un restaurant, ou alors une grande partie des restaurants, qui veulent rapidement faire du poulet lorsque le client arrive et qu'il passe une commande, que le poulet soit rapidement préparé. Donc à ce niveau, on peut décider de ne pas seulement faire, n'est-ce pas, du poulet qui va faire 45 jours et voilà, être déplumé et vendu comme ça à la sauvette sur le marché. On peut décider d'aller au-delà de cela et de faire, par exemple, de bouillir le poulet, on peut dire même pré-bouillir le poulet, c'est-à-dire pas bouillir à fond, mais bouillir légèrement, et le conserver peut-être par congélation et livrer au restaurant de manière à ce que lorsque le client en fait arrive, au moment de mettre le poulet dans la poêle, il y a quand même une pré-cuisson qui s'est déjà passée à la ferme. Donc ça permet de réduire rapidement, n'est-ce pas, le temps de cuisson, et ça fait en sorte que les clients se sentent beaucoup plus atteints par ton produit, considérés par ton produit, et ce n'est que comme ça que tu réussiras à garantir ta place sur le marché et à toujours vendre ton produit au prix que tu as mis au préalable dans ton business plan. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup d'informations qui vont t'aider à mieux restructurer ton business et à améliorer en fait tes performances en termes de business. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.